Allez, c'est parti. Clap. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 9e séance d'Asymposium qui va porter donc sur un thème large, c'est le moins qu'on puisse dire, le thème de la réalité. Alors j'imagine bien que là, il y en a certains qui en voyant le thème de ce soir se sont dit « Ah ça y est, on l'a complètement perdu ». Hein, il a complètement pété un câble. Autant les dernières fois, ça se comprend à peu près. Bon, Marie Curie en 1 heure, c'était un défi, mais ça s'est fait. Le nombre d'or, c'était peut-être l'inverse. On se demandait qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter pendant 1 heure sur ce truc-là. Bon, voilà. Aujourd'hui, on est sûr que ce risque-là est au moins évacué. Et vous allez voir que ce soir, en réalité, ça va peut-être être un petit peu différent des précédentes occurrences, des précédentes séances, puisque ça va ressembler peut-être davantage à un essai, hein, un essai étant en littérature un texte qui est écrit par un auteur, où le but c'est d'aborder un sujet par un certain angle, sans pour autant en faire tout le tour, et donc d'amener un certain nombre de réflexions sur ce sujet-là, mais le but étant d'amorcer la suite de la réflexion chez le lecteur, et pas de plier complètement le sujet, et comme ça on dit on sort, on a lu l'essai, et on a compris complètement toute la question. Bon, vous doutez bien que même si j'avais envie de faire autre chose qu'un essai, ce serait compliqué en 1 heure, parce qu'on a pas mal de choses à se dire ce soir. Mais comme disait l'essayiste américain Ralph Waldo Emerson, la vie est courte, mais nous laisse toujours du temps pour la courtoisie. Alors merci d'être encore venus si nombreux ce soir. Voilà, tout ce cirque aussi d'une façon un peu originale, hein, vous avez vu, j'avais dit que j'essaierais, bon voilà. Mais ce ne sera pas comme ça à chaque fois, hein, voilà. Mais sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Et on va commencer par un petit exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux et de sélectionner la première image que forme votre cerveau quand je dis le mot réalité. C'est bon, stop. Normalement, si c'est la première image, vous l'avez déjà, et je vais vous demander de retenir cette image-là. Elle servira sans doute pour plus tard. Ok ? Très bien. Bon, maintenant, entamons notre sujet, et comme tout sujet digne de ce nom, il faut l'entamer par une introduction. Alors là, sur un sujet comme la réalité, vous doutez bien, vous m'imaginez peut-être derrière ma feuille à me demander comment est-ce que je vais bien réussir à introduire ce sujet. Et effectivement, le sujet, la réalité, c'est quoi ? Rappelle peut-être à certains des sujets de philo et donc des souvenirs, alors plus ou moins positifs, de ce syndrome de la feuille blanche quand vous étiez face à une feuille et qu'un sujet de philo qui par définition est assez avare en mots et qui souvent renvoie à des concepts un peu lointains. Hein, et quand on a ce syndrome de la feuille blanche, généralement, il y a une tentation qui arrive assez vite. Et cette tentation, elle m'est venue, hein, on va en parler juste après, mais j'ai résisté à cette tentation en me rappelant d'un petit souvenir que j'ai pris dans ma mémoire. Anecdote, quand j'étais en première, j'avais une prof de français qui s'appelait Madame Denis. Voilà. Bon, bonjour Madame Denis, si vous nous regardez. Et Madame Denis, premier cours de l'année, cours sur la dissertation, sur l'introduction, elle nous a dit, je vous préviens, quand je lis une introduction de dissertation qui commence par « depuis la nuit des temps »,« de tout temps et depuis toujours » ou « durant des siècles », je sais déjà que je vais mettre une mauvaise note. Ok ? Et ça, alors cette règle-là, elle m'est revenue à ce moment-là, je me suis dit, ah non, c'est vrai, oula, parce que c'est tentant, effectivement, hein. Depuis la nuit des temps, regardez ce que ça aurait donné. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge sur la véritable nature de la réalité. Ouais, ça claque, mais c'est un peu bateau quand même, hein. Voilà, c'est pas très surprenant comme introduction. Et cette règle-là, finalement, bon, effectivement, quand on essaye de... Comme souvent, en fait, c'est une règle qui est énoncée quand on est à l'école, et puis on se rend compte de pourquoi est-ce que cette règle existe. Dans une dissertation qui est censée être un exercice de nuance, commencer par « depuis toujours », sous-entendu « depuis toujours, il se passe exactement la même chose sans nuance », c'est généralement une mauvaise idée. Bon, donc, on ne parlera pas de l'Australopithèque qui regardait le ciel étoilé. Ah oui, je vais peut-être éteindre parce que là on voit rien. Hop, qui regardait le ciel étoilé en se posant la question de qu'est-ce que c'est que tout ça, hein ? Bon. Pourtant, effectivement, c'est une bonne approche pour commencer pour justifier en tout cas ce questionnement de qu'est-ce que la réalité, parce que vous imaginez bien, déjà nous, ça peut être parfois un peu vertigineux quand on voit ce ciel étoilé avec des millions et des millions et des milliards d'étoiles. Alors Homo sapiens ou l'Australopithèque ou Homo erectus, quand ils voyaient ce ciel étoilé, ils devaient s'en poser des questions. Mais Madame Denis a dit non, donc on ne le fera pas. D'ailleurs, on ne l'a pas fait, hein, vous êtes d'accord ? Très bien. Alors il y a une deuxième solution, qui est souvent une bonne idée pour une introduction, qui est de revenir aux définitions. Hein, surtout avec un sujet comme ça où il y a aussi peu de mots, on peut se dire que le minimum à faire, c'est de définir ce dont on parle. Alors, le thème de ce soir, c'est donc la réalité, c'est quoi ? Alors,
là, bon, on devrait s'en sortir. Réalité, j'en parle juste après. C, on s'en sort. Quoi? Bon, quoi, une interrogation qui veut dire qu'on va chercher à expliciter, à définir, à trouver la véritable nature, en fait. Bon. Mais venons-en à l'elephant in the room, comme disent les Anglais, la réalité. Alors la réalité, quand on regarde les définitions qui existent de la réalité, bon, hop, on sort le Larousse, et Larousse nous dit que la réalité, c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Bon alors, de ce qui est réel, ça ne nous est pas d'un grand secours, hein, vous êtes d'accord? De ce qui existe effectivement, là ça pourrait être intéressant en fait, mais il nous manque une brique qui est exister. Parce qu'en fait, si on a voulu définir la réalité, c'est pas pour qu'on le remplace par un autre mot qui serait donc exister, donc avoir une existence. Très bien. Bon bah allons-y, regardons dans le Larousse la définition de exister. Avoir une réalité. Très bien. Bon, le Larousse se moque gentiment de nous, a priori, et nous enferme dans ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que là, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas, mais on a eu quand même un petit éclairage qui est qu'on comprend que la question de ce soir, ça va tourner autour de ce qui est. Voilà, ce qui existe. Bon, on peut mettre plein de mots sans s'en sortir parce qu'effectivement, tous ces mots sont emmêlés les uns aux autres. Mais en philosophie, l'étude de ce qui est, alors je vais juste virer The Rock quand je parle de philosophie. Voilà, Aristote, ce sera mieux. En philosophie, ça a un nom, ça s'appelle l'ontologie. Ontos étant le mot qui dit ce qui est en grec, et logie, la science de. Donc l'étude de ce qui est, l'ontologie. Et l'ontologie est une branche d'une science plus large qui est la métaphysique. La métaphysique, méta en grec, le préfixe méta veut dire au-dessus de, au-delà de. Donc la métaphysique s'interroge à toutes les questions qui sont au-dessus de la physique. C'est-à-dire, on pourrait, pour simplifier et être très très schématique, dire que la physique s'intéresse plus ou moins au comment et que la métaphysique s'intéresse plutôt au pourquoi, hein, et au quoi aussi. Et il se trouve que la métaphysique, comme beaucoup d'autres sciences, elle a trouvé ses racines plutôt à l'époque des grands philosophes grecs, Aristote, Platon, etc. Mais elle a rencontré un essor considérable au moment du siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle. Et pendant ce siècle des Lumières, il y en a un en particulier qui s'est intéressé à ces questions de métaphysique, pas pour en dire que du bien, on verra, ce cher François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire. Exact. Et Voltaire, il nous offre une troisième alternative pour notre dilemme de comment commencer ce sujet et comment trouver une introduction qui se tienne un petit peu. Il nous offre une échappatoire, celle du conte philosophique. Et vous allez voir que Voltaire a écrit un conte qui s'appelle Micromégas, qui est un conte philosophique et qui traite plus ou moins, par moyen détourné toujours, hein, mais de ces questions de réalité, de ce qui est, de trouver la véritable nature de l'être. Et donc ce conte-là, il va former un petit peu notre fil rouge ce soir pour naviguer à travers le thème de la réalité. Okay ? Bon, ce conte-là, il a été écrit en 1752, et donc, sans plus attendre, on va commencer, sachant que je vais, vous allez voir, résumer certaines parties, en lire d'autres pour vous replonger un petit peu dans cet univers-là, parce que sinon, évidemment, ce serait trop long. Bon, Micromégas, Voltaire nous le présente comme étant d'abord un géant de 8 lieues. 8 lieues, c'est un peu plus de 30 km. Hein, personne n'est étonné. C'est bon, c'est que vous êtes dedans, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans l'histoire. Et donc, ce Micromégas, il vient d'une planète qui fait partie du système de Sirius. Sirius étant une étoile très lointaine, et donc une planète dont on comprend assez vite que toutes les dimensions sont énormes, gargantuesques. Et on nous le présente également comme l'un des personnages les plus cultivés de son pays. Hein, il est même à la cour de l'académie de Sirius. Sauf que ce cher Micromégas, il va être banni de sa planète pour avoir étudié si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des colimaçons. Impardonnable, vous êtes d'accord? Bon, donc il va être radié et il va se mettre à voyager de planète en planète pour achever de se former l'esprit et le cœur. Et donc Micromégas arrive par ce biais-là, après avoir exploré plusieurs planètes, il va arriver sur Saturne. Et quand il arrive sur Saturne, il va assez vite se lier d'amitié avec les habitants de cette planète-là qui trouvent désespérément petit, environ 2 km. Voilà. Et donc il va se lier d'amitié en particulier avec le secrétaire de l'Académie des sciences de Saturne. Et c'est là que je vais vous lire leur discussion. Après que son Excellence se fut couchée et que le secrétaire se fut approché de son visage, il faut avouer, dit Micromégas, que la nature est bien variée. Oui,
dit le Saturnien. La nature est comme un parterre dont les fleurs... Ah, dit l'autre, laissez-la votre parterre. Elle est, reprit le secrétaire, comme une assemblée de blondes et de brunes dont les parures... Eh, qu'ai-je à faire de vos brunes, dit le voyageur. Elle est donc comme une galerie de peinture dont les traits... Eh non, dit le voyageur. Encore une fois, la nature est comme la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons ? Pour vous plaire, répondit le secrétaire. Je ne veux point qu'on me plaise, répondit le voyageur. Je veux qu'on m'instruise. Commencez d'abord par me dire combien les hommes de votre globe ont de sens. Nous en avons 72, dit l'académicien, et nous nous plaignons tous les jours du peu. Notre imagination va au-delà de nos besoins. Nous trouvons qu'avec nos 72 sens, notre anneau, nos 5 lunes, nous sommes trop bornés. Et malgré toute notre curiosité et le nombre assez grand de passions qui résultent de nos 72 sens, nous avons tout le temps de nous ennuyer. Je le crois bien, dit Micromégas, car dans notre globe, nous avons près de 1000 sens, et il nous reste encore je ne sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de choses et qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. J'ai un peu voyagé, j'ai vu des mortels fort au-dessous de nous, j'en ai vu des forts supérieurs, mais je n'en ai vu aucun qui n'ait plus de désir que de vrais besoins, et plus de besoins que de satisfaction. J'arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque rien, mais jusqu'à présent, personne ne m'a donné de nouvelles positives de ce pays-là. Et c'est la fin de la discussion. Alors la discussion est continue parce qu'ils se posent toutes sortes de questions, c'est-à-dire ils échangent des nouvelles sur l'espérance de vie qu'il y a dans chacune des planètes. Donc Micromégas dit que sur sa planète à lui, ils vivent plus de 10 000 ans, ce qu'il trouve désespérément court évidemment. Et après plusieurs questions de cette nature, je reprends la lecture, il s'informa combien de substances essentiellement différentes on comptait dans Saturne. Il apprit qu'on n'en comptait qu'une trentaine, comme Dieu, l'espace, la matière, les êtres étendus qui sentent et qui pensent, les êtres pensants qui n'ont point d'étendue, ceux qui se pénètrent, ceux qui ne se pénètrent pas, et le reste. Le Syrien, chez qui on en comptait 300, et qui avait découvert 3000 autres dans ses voyages, étonna prodigieusement le philosophe de Saturne. Enfin, après s'être communiqué l'un à l'autre un peu de ce qu'ils savaient et beaucoup de ce qu'ils ne savaient pas, après avoir raisonné pendant une révolution du soleil, ils résolurent de faire ensemble un petit voyage philosophique. Et c'est là qu'on va les laisser, puisqu'ils partent dans un voyage philosophique qui va les conduire d'abord sur Jupiter. Alors sur Jupiter, je vous passe l'histoire, mais en gros, ils vont être embêtés par l'inquisition de Jupiter, et ils vont se retrouver à repartir assez vite. Ils arrivent proches de la planète Mars, et là, quand ils voient la planète Mars, ils se disent « bon, ce truc-là est beaucoup trop petit, hein, il n'y aura rien pour nous héberger et pour dormir, donc on va continuer ». Sauf que là, ils se retrouvent pris au dépourvu parce qu'ils sont fatigués de leur voyage, et ils s'approchent de la Terre. Enfin, ils aperçurent une petite lueur. C'était la Terre. Cela fit pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant, de peur de se repentir une seconde fois, ils résolurent de débarquer. Ils passèrent sur la queue de la comète, et trouvant une aurore boréale toute prête, ils se mirent dedans et arrivèrent à terre, sur le bord septentrional de la mer Baltique, le 5 juillet 1737. Bon, on va s'arrêter là pour l'histoire, pour le moment. On verra la suite tout à l'heure, parce qu'on a déjà un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on revienne. Et en particulier, je vais vous demander de vous remémorer l'image que vous aviez retenue tout à l'heure quand je vous ai parlé de la réalité. Bon, si je ne me trompe pas trop, normalement, cette image fait référence à la réalité, le monde qui nous entoure. Globalement, il est possible que ce soit de la nature, il est possible que ce soit également un tableau de la société, enfin quelque chose où il y a peut-être un petit peu de recul, ou alors des objets naturels, enfin voilà, quelque chose de relatif au monde qui nous entoure. Bon, je ne prends pas trop de risques en disant ça, évidemment. Bon, est-ce que c'est vraiment le monde qui nous entoure ? En réalité, non. En vrai, ce que vous avez imaginé, c'est la perception que vous avez du monde qui vous entoure. La perception que nous avons. Et dans Micromégas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quand même une insistance qui est mise sur les sens. 72 sens pour le Saturnien, plus de 1000 pour Micromégas, et même si ils insistent sur le fait qu'ils restent insatisfaits même avec tous ces sens, on comprend assez vite que le propos est de dire que plus on a de sens, plus on perçoit une grande partie de la nature. Bon, et bien comme ils arrivent sur Terre, et qu'on sait bien, sur Terre, on a 5 sens, on va un petit peu se questionner sur ces 5 sens pour comprendre à quel point est-ce que nous avons une emprise sur le réel avec ces sens. Combien du réel est-ce qu'on peut percevoir grâce à nos sens ? La partie de la réalité qu'on perçoit avec nos sens, ça a un nom en philosophie, ça s'appelle la réalité empirique. Et la question qu'on se pose d'emblée, c'est de se dire, bon, si je prends la réalité qui serait
à considérer qu'on puisse la circonscrire, mais disons que la réalité, c'est ce grand rond blanc là. La question, c'est est-ce que la réalité empirique, en gros, c'est ça, ou est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que l'emprise, la prise qu'on a sur le réel avec nos sens, est-ce que c'est négligeable comparé à l'entièreté du réel, ou est-ce que finalement, on est quand même des êtres très bien faits, et avec nos 5 sens, on arrive à, on va dire, avoir une idée assez nette et assez fidèle de ce qu'est le réel. Bon, très bien. Et bien pour explorer un petit peu ces 5 sens, on va commencer, on ne va pas tous les passer en revue, mais on va au moins passer en revue le plus évident, la vue. Hein, en général, alors la vue, voilà. La vue. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain que de voir? Ben, voir pour un être humain, ça veut dire ça. Voilà. Ça, c'est le bijou de technologie qu'est l'œil, il faut s'en rendre compte quand même, et toutes ses composantes. Alors, je vais la faire très courte, hein, mais en gros, vous avez des rayons lumineux et des ondes électromagnétiques donc, qui arrivent depuis qui sont envoyés ou reflétés par les objets qui vous entourent. Ça passe dans votre cristallin. Le cristallin a un rôle de lentille et le cristallin va venir transmettre les rayons qui vont atterrir sur ici la rétine. Et dans la rétine, il y a ça. Dans la rétine, il y a des cônes et des bâtonnets. Alors ça vous rappelle peut-être des souvenirs également, hein, les cônes et les bâtonnets. Donc ça, c'est comment est composée la rétine et c'est comment est-ce qu'on arrive à percevoir justement les signaux du réel. Les cônes et les bâtonnets, 2 types de récepteurs. Donc les cônes qui nous permettent de voir les couleurs et les bâtonnets qui nous permettent de voir l'intensité lumineuse. Donc, typiquement, les bâtonnets, il y en a, les animaux nocturnes ont plus de bâtonnets pour parvenir à éclaircir un petit peu plus le paysage qui les entoure. Les cônes, on en a 3 types, et chaque type de cône est responsable d'une couleur donnée. Mais en fait, il faut bien comprendre que derrière ces cônes-là qui reçoivent des rayons lumineux, les retransmettent à notre cerveau. Notre cerveau forme une image à partir des signaux nerveux qu'il reçoit, mais tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons en permanence, c'est bien une image qu'il y a dans notre cerveau. On est d'accord, hein, on a une perception du réel qui n'a rien à voir avec le réel en lui-même, puisque le réel en lui-même, finalement, on le connaît assez peu, puisqu'on a 3 cônes pour des couleurs très spécifiques. Et pareil, ce qu'on perçoit comme rouge, en fait, on a appelé ça rouge, et on se met à peu près d'accord, tous, sauf les daltoniens, pour dire que ce qui est rouge, mais globalement, ce rouge-là, c'est complètement artificiel, c'est complètement anthropocentré, c'est une construction humaine. Hein. Et ce qu'on peut se demander, c'est, derrière, bon, j'ai parlé d'ondes, donc les ondes qui ont toutes des amplitudes différentes, des longueurs d'onde différentes, donc qui sont en gros, pour simplifier, plus ou moins aplaties. Est-ce que ces ondes-là qu'on capte grâce à nos récepteurs dans les yeux, est-ce que c'est une grande partie du total des ondes? Et là, pour ceux qui étaient là pour Marie Curie, vous avez une partie de la réponse, puisque j'avais déjà montré cette image-là, qui est le spectre électromagnétique, qui en gros représente toutes les ondes qui existent à la surface de la Terre, ou dans l'espace, et la proportion que nous, on reçoit. En fait, la proportion que nous, on reçoit, c'est le spectre visible, là. Et vous voyez que par rapport à la totalité des ondes, c'est quand même très très peu. C'est-à-dire qu'en permanence, on est traversé par tout un tas d'ondes, tout un tas de choses qu'on n'est pas capable de percevoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est capable d'en percevoir suffisamment pour que là, je ne me heurte pas à un truc d'un coup que je n'avais pas vu. Hein, ça, c'est pas pour rien. C'est parce que comme par hasard, ce spectre visible, il correspond exactement au maximum d'émission du Soleil. C'est-à-dire que notre étoile, le Soleil, est une étoile qui rayonne beaucoup dans ces longueurs d'onde-là. Mais ça pourrait être complètement différent. Exemple, si jamais on dit que mes yeux, là, ils sont réceptifs aux rayons gamma, en fait, l'astre le plus lumineux du ciel, ce ne serait pas le Soleil, ce serait un autre truc qu'on appelle la nébuleuse du crabe, et qui est l'objet céleste qui rayonne le plus de rayons gamma. Alors et pour ça, il faudrait que je me mette au-dessus de l'atmosphère, parce que l'atmosphère nous protège des rayons gamma, et heureusement, parce qu'on a vu ce qui est arrivé à Marie Curie, et donc ce qui arrive à quelqu'un qui s'expose trop longtemps à des rayons gamma, donc là issus de la radioactivité. Mais tout ça pour dire que, globalement, nous on s'intéresse au spectre visible, qui est la partie qu'on arrive à percevoir, et les autres, on s'y intéresse moins, parce qu'elle nous éclaire assez peu sur notre vie quotidienne et on peut tout à fait faire notre vie juste avec ce spectre visible. Alors, je sais de sources sûres que certains s'intéressent aussi aux UV pour l'optimisation du bronzage. Ça reste entre nous. Hein. Donc, en gros, on est aveugle, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit qu'une partie infime
de toutes les ondes qui nous entourent. Voilà, donc on a bien compris déjà que la vision était un sens formidable, mais assez restreint si on le compare à la réalité dans son ensemble. On arrive à récupérer qu'une petite partie du réel avec notre vision. Bon, très bien. On va passer sur les autres sens. Ah non, on me dit que le toucher est intéressant. Très bien, nous allons donc passer sur le toucher. Alors le toucher, on va le faire rapidement. Juste, il y a un petit truc à sentir qui est intéressant sur le toucher. On a à peu près le même système que sur l'œil, c'est-à-dire qu'on a tout un ensemble de récepteurs et de connexions qui se font pour que les signaux du toucher arrivent au cerveau et qu'on puisse comprendre qu'on touche quelque chose au moment où la main rentre en contact avec. Mais si on va sur une échelle un petit peu plus petite, vous savez qu'on y reviendra plus tard, la matière est constituée d'atomes, donc en gros de petites briques de matière, et donc chaque surface, en gros, c'est un assemblage d'atomes. Voilà, donc vu au microscope à effet tunnel, c'est une technologie qui permet de voir très petite, très zoomé. Une surface, voilà, ça c'est par exemple de l'argent, ça ressemble à ça. Donc quand vous approchez par exemple votre main de la table là, vous avez des atomes d'un côté ici, des atomes du côté de la table, et le problème c'est que les atomes, vous savez ce qui se passe quand on essaye de rapprocher deux aimants, typiquement, donc ça c'est un exemple avec le magnétisme, mais les atomes se repoussent, parce qu'ils ont des charges positives et négatives, et deux atomes se repoussent avec des intensités extrêmement fortes. Petite courbe pour illustrer ça, ça c'est le potentiel interatomique de Lennard-Jones, c'est un des potentiels qu'on utilise. En gros, c'est l'énergie qu'il faut pour rapprocher suffisamment deux atomes l'un de l'autre, en fonction du rayon. Vous voyez que là c'est le rayon, donc c'est la distance qui sépare deux atomes, c'est de l'ordre du nanomètre, donc c'est très petit. Mais en gros, vous voyez que ici, la courbe en rouge c'est la répulsion, la courbe en pointillé c'est l'attraction, et le potentiel va très très haut du côté de la répulsion. Donc deux atomes, en fait, quand on les rapproche très près, ils vont avoir une force de répulsion qui les repousse d'une force incroyable. C'est-à-dire que là, on voit, c'est une verticale et ça va monter à des amplitudes énormes. Ce qui fait qu'en gros, il n'y a à peu près aucune énergie sur Terre qui est capable de rapprocher deux atomes au point qu'ils entrent en contact. Tout ça pour dire que vous ne touchez jamais rien, en fait. Ce que votre cerveau interprète comme un contact, c'est juste un ensemble de signaux nerveux qui disent « Attention, les atomes se rapprochent dangereusement de ceux de la table. » Voilà, c'est tout. Donc, après avoir vu que la vue ne nous donnait qu'une toute petite perception de la réalité, après avoir vu que finalement on touchait absolument rien, donc on n'avait aucune idée de la véritable matière, bon, en gros, on pourrait se dire qu'il y a, à notre secours, il y a l'odorat qui nous permet de sentir les magnifiques odeurs du printemps, il y a le goût qui nous permet de déguster les succulentes confitures de Jean-François, la succulente viande de chez Brétou et les succulentes pizzas de la Rinçoise. Voilà, c'est bon, j'ai fait mes placements de produits pour aujourd'hui. Et malheureusement, bon, en fait, l'odorat, le goût, en fait, c'est à chaque fois un petit peu la même ritournelle. Et pour le son, pour l'anecdote, c'est exactement le même fonctionnement que pour la vue, c'est-à-dire qu'il y a une gamme d'ondes, pour le coup, pour le son, qui sont mécaniques, pas électromagnétiques, mais on en perçoit pareil qu'une toute petite partie. Voilà. Donc tous les ultrasons, les infrasons, on est incapable de les percevoir. Voilà. Donc en fait, on est plutôt a priori dans ce scénario-là. Voilà. La réalité empirique, a priori, n'est qu'une petite partie de la réalité dans son ensemble, et donc les apparences sont trompeuses. Alors, trompeuse, encore une fois, il faut mettre des pincettes sur le trompeuse, c'est-à-dire qu'on est quand même suffisamment bien doté en termes de sens pour pouvoir faire notre vie comme on l'a fait tous les jours, sans jamais qu'il y ait de surprise, entre guillemets, quelque chose qui avait échappé à nos sens. Donc en fait, on s'est particulièrement bien adapté à cette terre sur laquelle on vit, cet environnement dans lequel on vit, mais le truc, c'est que la nature ne nous avait pas forcément prévu, entre guillemets, alors là je mets des très gros guillemets, mais pour nous poser des questions métaphysiques qui vont au-delà de nos sens. C'est-à-dire qu'autant pour aller faire ses courses à Leclerc, encore une fois, petit placement de produit, ou pour aller chercher à manger, donc à l'époque, pour aller chasser le rhinocéros laineux par exemple, en gros, on est très bien doté en termes de sens. Par contre, quand on commence à se dire « Oh, mais au fait, d'où ça vient, tous ces étoiles qui sont dans le ciel au-dessus de moi ?» Eh bien, en fait, non, la nature n'avait visiblement pas pensé à ça, et donc là, nos sens deviennent complètement trompeurs. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va reprendre un petit peu notre histoire pour savoir ce qui leur arrive quand Micromégas et son comparse de Saturne arrivent sur Terre, et à quel point est-ce qu'ils sont désolés pour nous, constatant le fait qu'on n'a que 5 sens. Allons-y. Alors,
après s'être reposés quelque temps, ils mangèrent à leur déjeuner 2 montagnes, que les gens leur apprêtèrent assez proprement. Ensuite, ils voulurent reconnaître le petit pays où ils étaient. Comme ces étrangers-là vont assez vite, ils eurent fait le tour du globe en 36 heures. Le Soleil, à la vérité, ou plutôt la Terre, fait un pareil voyage en une journée, mais il faut songer qu'on va bien plus à son aise quand on tourne sur son axe que quand on marche sur ses pieds. Les voilà donc revenus d'où ils étaient partis, après avoir vu cette mare, presque imperceptible pour eux, qu'on nomme la Méditerranée, et cet autre petit étang qui, sous le nom de grand océan, entoure la taupinière. Le nain n'en avait eu jamais qu'à mi-jambe, et à peine l'autre avait-il mouillé son talon. Ils firent tout ce qu'ils purent en allant et revenant dessus et dessous pour tâcher d'apercevoir si ce globe était habité ou non. Ils se baissèrent, ils se couchèrent, ils tâtèrent partout, mais leurs yeux et leurs mains n'étaient point proportionnés aux petits êtres qui rampent ici. Ils ne perçurent pas la moindre sensation qui pût leur faire soupçonner que nous et nos confrères, les autres habitants de ce globe, avions l'honneur d'exister. Alors en fait, ensuite, après avoir constaté ça, et donc après s'être dit finalement qu'on a l'impression qu'il n'y a personne ici, ils vont se dire que, en fait, personne ne voudrait vivre ici. C'est hyper mal fait. Il y a des petites pointes partout, on se pique les pieds quand on marche, hein, donc les montagnes. De temps en temps, on les humidifie aussi à cause des océans. Tout est irrégulier, tout est irrationnel. Et donc ils disent que des gens de bon sens ne voudraient pas y demeurer. Mais finalement, l'habitant de Saturne vit quelque chose d'imperceptible qui remuait entre 2 eaux de la mer Baltique. C'était une baleine. Il l'a pris avec le petit doigt fort adroitement, et la mettant sur l'ongle de son pouce, il la fit voir aux Syriens, qui se mit à rire pour la seconde fois de l'excès de petitesse dont étaient les habitants de ce globe. Le Saturnien, convaincu que le monde est habité, s'imagina bien vite qu'il ne l'était que par des baleines. Et comme il était grand raisonneur, il voulut deviner d'où un si petit atome tirait son mouvement, s'il avait des idées, une volonté, une liberté. Micromégas y fut fort embarrassé. Il examina l'animal fort patiemment, et le résultat de l'examen fut qu'il n'y avait pas moyen de croire qu'une âme fût logée là. Bon, et en fait, une fois qu'ils ont récupéré cette baleine et qu'ils ont plus ou moins conclu que globalement c'était peu probable qu'il y ait une âme là-dedans, à côté, ils vont apercevoir un bateau avec des scientifiques dedans. Et en fait, il va se passer exactement la même chose. Ils vont récupérer ce bateau et ils vont sentir des petits picotements. Eh ben, c'est les scientifiques qui sont allés sur le pouce du Saturnien pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait en fait. Et donc la première réaction a été l'agressivité. Ils se sont mis à attaquer et donc globalement ils n'ont pas trop compris jusqu'à ce que Micromégas casse son collier autour duquel il y avait des diamants. Et les diamants faisant microscope, ils ont fini par apercevoir les humains. Et finalement, alors ils les prennent d'abord pour des insectes invisibles, hein, et ils leur demandent, après les avoir plaints d'être si petits, Micromégas leur demande s'ils avaient toujours été dans ce misérable état, si voisin de l'anéantissement, ce qu'ils faisaient dans un globe qui paraissait appartenir à des baleines. S'ils étaient heureux, s'ils se multipliaient, s'ils avaient une âme, et sans autre question de cette nature. Mais l'un des humains, l'un des scientifiques donc, lui répond « Vous croyez donc, monsieur, parce que vous avez 1000 toises depuis la tête jusqu'aux pieds, que vous êtes un... » « 1000 toises !» s'écria le nain, « juste au ciel !» Pourquoi est-ce qu'il s'écrie ça? Parce qu'il comprend que si la petite fourmi qui est en face de lui a été capable de le mesurer, c'est donc qu'il est capable de raisonner. Et en fait, ce raisonnement nous amène à une deuxième partie de la réalité, qui est donc une forme d'intelligence selon Micromégas, puisque la suite c'est ça, c'est que Micromégas parle au ciel en disant « Mais mon Dieu, tu nous as donc mis entre les mains des atomes intelligents. » Voilà. Et donc cette intelligence, elle renvoie à la réalité intelligible. Et on comprend que ça, c'est beaucoup plus pertinent pour Micromégas, qui lui a vu énormément de planètes différentes, que les sens, où là il a vu des gens avec plus ou moins de sens, mais que globalement, ce n'était pas forcément un critère de sagesse. Alors, pourquoi est-ce que la réalité intelligible est-elle si importante pour Micromégas? C'est ce qu'on va voir. Alors la réalité intelligible, c'est un terme qui renvoie à, plutôt que d'essayer de percevoir la réalité, on va essayer de la comprendre, puisqu'on a vu que nos sens nous faisaient défaut et qu'on n'arrivait pas à percevoir grand-chose de ce qu'était la totalité de la réalité. Donc maintenant, on va essayer de la comprendre. Okay, et il y a une histoire bien connue en philosophie qui est l'allégorie de la caverne, rapportée par Platon. Et donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je le fais rapidement. En gros, Platon nous raconte que nous sommes enfermés dans une caverne destinée à regarder en fait des ombres qui sont... On est ici, hein, vous voyez, et on voit des ombres défiler sur un mur, et ces ombres sont en fait des objets qui sont éclairés par un feu. Et donc, ce qu'on croit être la réalité, c'est ça.
Et finalement, il appartient à chacun de sortir de la caverne pour développer du raisonnement et comprendre la véritable nature qui se situe évidemment au-dessus. Donc, en fait, cette petite histoire, finalement, elle nous amène à penser qu'on aurait quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, tant que vous êtes dans la caverne, vous êtes soumis au diktat de vos sens, et donc vous croyez que ce que vous percevez à l'intérieur de la caverne où vous avez toujours été, c'est la réalité. Et dès que vous sortez, vous comprenez. Et là, vous avez, ça y est, une prise sur la réalité. Donc en fait, on a la réalité empirique qui est toute petite, et le reste doit être compris. Et une fois qu'on a compris, qu'on a atteint, on a une bonne appréhension de la réalité intelligible, finalement, on arrive à comprendre, on arrive à saisir une grande partie de ce qu'est la réalité. Bon, alors là, on va faire un petit, on va aller un petit peu en accéléré parce que, évidemment, ça, c'est des sujets qui pourraient constituer une conférence à chacun. Hein. Mais on va se demander un petit peu comment est-ce que l'être humain, par ce raisonnement, comment est-ce qu'il décortique la matière pour comprendre comment se passent les choses. En fait, c'est à peu près toujours la même chose. L'être humain, il observe quelque chose, à l'échelle mésoscopique, macroscopique, à son échelle à lui, et en fait, il va essayer de descendre d'une échelle ou de remonter d'une échelle pour comprendre un peu, donc si je prends l'exemple de descendre d'une échelle, je vais aller voir un petit peu comment est constituée la matière, c'est-à-dire par exemple si je prends l'être humain avec des cellules, comment les différentes cellules interagissent les unes avec les autres. Une fois qu'on a compris ça, on remonte à l'échelle du dessus et on a assez bien compris. Mais ce qui fait qu'on descend de plus en plus parce qu'on veut comprendre à la base des choses, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les particules les plus petites qu'on peut observer. Donc quand on descend, on part de la matière, donc par exemple là un tas de bois avec de la cellulose, on arrive à observer des molécules qui sont constituées elles-mêmes d'atomes. Un atome est constitué donc d'un noyau avec des protons et des neutrons et des électrons qui tournent autour. On divise encore, on arrive au noyau, comme j'ai dit, protons, neutrons, et ensuite, on étudie chaque particule et on voit qu'il y a d'autres petites billes en gros à l'intérieur qui sont des quarks. Petites billes, c'est un gros raccourci. Mais en gros, c'est comme dans la chanson d'Henri Dess, c'est il y a un petit machin qui repasse par là, qui fait tourner le petit zinzin, tac, et puis hop, on comprend assez vite. Et globalement, en voyant ça, on peut se dire qu'on a une idée assez bonne de ce que peut être la réalité intelligible. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'échelle aux infiniment grands, puisqu'on a été dans l'infiniment petit. Donc maintenant, on va aller dans l'infiniment grand. Et dans l'infiniment grand, il se passe à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde, qu'on monte en échelle, on voit des planètes qui forment des galaxies. Ça pour l'anecdote, c'est très récent en fait. Le fait qu'on sache qu'il y a plusieurs galaxies, c'est 1925, c'est Hubble, donc le scientifique qui a donné son nom au télescope éponyme, qui a finalement, en étudiant les galaxies, il s'est rendu compte que, en fait, il n'y avait pas que la Voie lactée, et que certains des points lumineux qu'on voyait dans l'espace, on croyait que c'était des étoiles, mais en fait, c'est des étoiles d'autres galaxies. Et donc, globalement, aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 200 milliards de galaxies en plus de la Voie lactée. Ça nous donne un petit peu un ordre d'idée d'à quel point est-ce que l'univers est vaste. Mais ces galaxies ensuite forment des amas, et ces amas ensuite s'inscrivent dans le grand ensemble qu'on appelle l'univers. Bon, a priori, non, laisse tomber, c'est bon. C'est bon. Ouais. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a vu, on est descendu dans l'infiniment petit, on se dit effectivement, on a l'air de sortir de la caverne. On était un peu réduit par nos sens, limité par nos sens, et puis finalement, on a réussi à aller faire un voyage dans l'infiniment grand, un voyage dans l'infiniment petit. Ça s'est fait à l'échelle de siècles et de siècles et de siècles, vous imaginez bien, mais finalement, quand même, ça valait le coup, puisqu'on a une compréhension qui paraît assez bonne de la réalité. Très bien. Mais évidemment, il y a un mais, qui en plus arrive bientôt. Ça a été facile, celle-là. Et donc ce mais là, c'est que quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de toutes ces découvertes scientifiques, il y a quelques trucs quand même qui attirent notre attention. Je vais revenir un petit peu sur l'atome, dont on a parlé tout à l'heure. Mais avant, je vais mettre là sur le côté, vous avez vu une petite jauge là, c'est la jauge de confiance qu'on a dans notre compréhension de la réalité. Donc là, on a fait le truc très en accéléré, mais en gros on est parti dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Je vous ai dit qu'on comprenait assez bien, donc on a la confiance boostée quasiment au maximum. On se dit, c'est bon, on comprend assez bien la réalité. Très bien. Bon, allons-y pour quelques digressions sur l'atome. Alors, première chose, au niveau de la taille. On représente souvent l'atome comme étant, finalement, vous voyez, donc un espèce de noyau avec des billes, et puis d'autres billes qui tournent autour. Ouais, ok, très bien. Sauf que, en ordre de grandeur, si jamais mon noyau d'atome, c'est cette pomme, d'accord,
Donc je vous ai dit, hein, un noyau avec protons et neutrons, et puis des électrons qui tournent autour. Mais qui tournent autour où exactement? En fait, si mon noyau, c'est cette pomme, mon électron, en gros, il est à peu près à Argelès. Ok? Et de l'autre côté, à peu près à la frontière espagnole. D'accord? Donc ça veut dire qu'entre ma pomme là et la frontière espagnole et Argelès de l'autre côté, dans tout cet espace-là, en gros, il n'y a que du vide. D'accord? Ce qui représente 99,9999999% du volume de la matière. Ok? Donc, si on repart de la base, c'est-à-dire nous, on est constitué d'atomes, 99,999% de vide. Ok? Donc en fait, nous, on est constitué de 99,99999% de vide, vu comme ça. Et là, c'est tout de suite un peu perturbant, parce que aller expliquer à quelqu'un que vous avez une bonne idée de ce qu'est la réalité en lui disant, alors par contre, ouais, alors j'ai oublié de te dire un truc, c'est que la réalité, c'est à 99,9% du vide. C'est pas très convaincant quand même. Donc ça, déjà, ça remet un petit peu en question la chose. Autre chose, d'après ce que j'ai dit là, on pourrait se dire d'une manière assez logique, en fait, si je veux évaluer ma masse corporelle, j'ai juste à faire comme avec un sac de billes, hein, on est d'accord, un sac de billes, c'est la masse du sac plus la masse de chacune des billes. J'ai la masse totale. Bon, du coup, je vais faire pareil avec moi, avec nous, avec chacun d'entre nous. Hein. Bon, je prends en gros tous les quarks, parce que chaque électron, proton, neutron est constitué par des quarks. Donc en gros, je prends toutes les billes qui me constituent, je fais la somme de tout ça, et normalement, j'arrive à ma masse corporelle. Bah non. En fait, j'arrive à 3 ou 4% de ma masse corporelle. Et le reste, c'est quoi? Bah en fait, le reste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le reste, ça vient du fait, c'est ce qu'on appelle, c'est la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, c'est-à-dire qu'en fait, une énergie est aussi une masse, et cette masse-là, elle vient du fait que toutes les billes qui nous constituent sont très très agitées et partent un petit peu dans tous les sens. Et ça, c'est 95% en gros de notre masse corporelle. Donc une fois que vous avez dit ça, vous avez une autre approche à votre balance au quotidien. Hein, okay, vous vous dites, punaise, mais je suis vachement agité aujourd'hui. Ok? Bon, donc ça c'est pareil, encore quelque chose d'un peu perturbant. Après, si on regarde un petit peu de plus près l'électron, parce que là je vous ai dit l'électron, bon certes il est très loin, il est Argelès, mais en gros, voilà, c'est une bille qui se balade et je peux assez facilement la trouver. Bon, le problème c'est que l'électron, on n'est pas capable de savoir où il est. Alors ça c'est déjà un problème, et je vais aller même plus loin, et là on attaque un champ scientifique qui s'appelle la physique quantique, qui d'ailleurs a fêté ses 100 ans en février là, avec l'anniversaire de l'équation de Schrödinger, et donc en gros, un électron, il peut être à deux endroits en même temps, tout en ayant un seul électron. En gros, là je l'ai dit un peu simplement, mais en fait, à l'échelle quantique, tout se passe comme si, hein, vous connaissez peut-être l'exemple du chat de Schrödinger, en gros, Schrödinger, c'est un scientifique qui a étudié la physique quantique, et il a dit que le chat pouvait être mort et vivant à la fois. Okay, ça, c'est ce qui se passe à l'échelle quantique. Bon, très bien. Là, pareil, ouais. Pour accepter ça, derrière, et revendiquer une compréhension fine de la réalité, c'est costaud quand même. Autre exemple de la physique quantique, vous connaissez certainement ce sport, la pelote basque. Imaginez que vous êtes en train de jouer paisiblement avec vos amis à la pelote basque et que d'un coup, la balle traverse le mur. Ça serait perturbant. Bah, en physique quantique, c'est tout à fait possible. Hein. À l'échelle quantique, c'est tout à fait possible que vous avez ce qu'on appelle une barrière de potentiel, donc en fait mon mur, et puis d'un coup, il y a une particule qui traverse. Et quand on le remet à échelle macroscopique, la traduction à l'échelle macroscopique de ça, ça veut dire qu'en gros, si vous jouez suffisamment longtemps à la pelote basque, alors tout est dans le suffisamment longtemps, hein, on est d'accord, il y a un moment donné, la probabilité que votre balle traverse le mur est de 1. C'est-à-dire que c'est absolument sûr que la balle va finir par traverser ce mur. Bon, il faut jouer suffisamment longtemps. Hein, et là, je fais appel à votre endurance. Alors, petit panneau, attention, j'en profite pour faire une petite mise au point, parce que là, j'ai parlé d'exemples qui sont en fait très séduisants hein, de physique quantique. Hein. Là, on se dit, mais c'est magique, c'est exceptionnel, etc. Le mot quantique, il se trouve qu'on l'entend quand même pas mal. Et je vous garantis que quand on étudie la physique quantique et qu'on voit les calculs, les équations qu'il faut se trimballer pour arriver à la comprendre, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que ce mot est dans les médias tout le temps. Hein, et ce mot est attribué à des trucs comme la méditation quantique. Il y a Guerlain, il y a quelques années, qui a fait une crème quantique, qui vous permet de rajeunir grâce à la lumière quantique. Bon, tout ce que je voudrais dire, c'est que
la physique quantique, c'est extrêmement compliqué et que, en gros, si les plus grands esprits de la planète se triturent le cerveau sans arrêt à essayer de comprendre un peu finement comment ça se passe, c'est pas Guerlain qui va sortir une crème quantique en ayant donc complètement maîtrisé le phénomène pour faire rajeunir. D'accord? Hein? Ok. Voilà, donc à chaque fois que vous entendez quantique, il y a quand même normalement, tout le monde doit avoir, quand vous entendez quantique dans les médias, grand public, dans la vie de tous les jours, etc., ayez une petite alarme qui sonne. Hein, de se dire, oula, attends, qui me dit ça? Est-ce que cette personne-là a une idée un peu fine des équations qui se passent derrière? Parce que, en gros, la physique quantique échappe complètement à nos sens, et là, pour le coup, par sens, j'entends vraiment notre raisonnement, notre intellect, et donc, tout ce sur quoi on peut se baser, c'est juste les résultats des équations, où on se dit, ouais, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur, je trouve ça, donc ça se passerait à peu près comme ça, mais quand on essaye de le transposer dans la réalité, bah, on voit que de suite, ça donne des choses qui semblent magiques. Enfin, c'est toujours un exemple de plus qui nous montre à quel point notre perception de la réalité semble être de plus en plus lacunaire. Bon. Autre exemple, et là on va partir plutôt dans les grandes échelles. Juste après la découverte dont je parlais tout à l'heure de Edwin Hubble qui a dit donc qu'il y avait beaucoup plus de galaxies que ce qu'on ne pensait, puisqu'on ne pensait qu'il n'y en avait qu'une, hein, globalement, il s'est mis à regarder un petit peu le ciel avec des étoiles qui paraissaient bleues, des étoiles qui paraissaient rouges. Alors bon, je passe tout un petit raisonnement physique, mais en gros, les étoiles qui paraissent rouges s'éloignent de nous, et les étoiles qui paraissent bleues se rapprochent de nous, ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau, s'il y en a qui veulent se renseigner. Et en gros, Hubble a vu qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles qui tendaient vers le rouge que d'étoiles qui tendaient vers le bleu. Et là, ça a mené à d'autres découvertes, et notamment une découverte fondamentale, qui est la découverte de l'expansion de l'univers. Il se trouve que notre univers grandit sans arrêt. Voilà. Alors ça, c'est déjà un scoop. Hein. C'est-à-dire que notre univers, il s'étend, et en plus, il s'étend de plus en plus vite. Alors ça, j'y reviendrai juste après. Mais tout ça pour dire que quand on a admis le fait que l'univers s'étendait, donc ce qui a été découvert à cette époque-là, ça veut dire qu'en fait, si on remonte le temps en arrière, on arrive à un point où l'univers est tellement petit qu'il est contenu dans, finalement, l'échelle d'un atome. Et c'est ce qu'on appelle le Big Bang. C'est comme ça que la théorie du Big Bang a pu être étayée solidement, parce qu'à l'époque, le Big Bang, c'était un petit peu un truc d'illuminé. Hein. Pour l'anecdote, le mot Big Bang, à la base, c'est une blague, en fait. C'est l'abbé Lemaître qui défendait cette idée du Big Bang, et il est passé sur une radio à la BBC, là, et en fait, Fred Hoyle, qui était un contradicteur, lui a dit « Mais attendez, monsieur Lemaître, c'est complètement ridicule, votre histoire. Ça voudrait dire que l'histoire de l'univers commence avec un grand boom. » Un grand boom, en anglais, a Big Bang. Et donc, Big Bang, c'est resté, mais à la base, c'était juste une blague, pour se moquer. Mais ce Big Bang-là, effectivement, il pose un certain nombre de questions. Notamment, la question de l'antimatière. Un grand mot, pareil, qui est très impressionnant, c'est-à-dire qu'on sait que la matière est neutre, et donc en gros, vous savez qu'un plus va toujours avec un moins pour compenser, hein, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une matière neutre, et donc il y a des théories qui ont été mises en avant sur le fait que, finalement, à la création de l'univers, il y avait autant de matière que d'antimatière. Ok? Bon. Elle est où l'antimatière? Ah oui, parce que la matière, on la voit bien autour de nous, mais en fait, l'antimatière, on ne sait pas où elle est. Alors l'antimatière, ouais, j'ai passé vite, mais en gros, c'est juste de la matière en inversant les signes. Tous les plus deviennent des moins et tous les moins deviennent les plus. C'est très schématique, mais enfin bon, ça résume assez bien l'idée. Donc elle est où toute cette antimatière? On n'en a aucune idée. Aujourd'hui, on ne sait pas où est l'antimatière. Alors il y a plusieurs théories là-dessus. Il y a des théories qui disent que l'antimatière serait regroupée à certaines parties de l'univers, c'est-à-dire que l'univers serait divisé en certaines parties, certaines où il y a beaucoup de matière, d'autres où il y a beaucoup d'antimatière. Et donc, on serait plutôt dans une partie où il n'y a que de la matière. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'antimatière. Voilà, il y a plusieurs hypothèses comme ça. Il y a aussi une hypothèse qui dit qu'en gros, il y avait un peu plus de matière au départ que d'antimatière. Les deux sont rentrés en collision, donc ça s'est annulé. Mais comme il y avait un peu plus de matière, il en est resté un petit peu. Et on vit dans cet univers-là. Voilà. Bon, enfin, des théories qui nous permettent encore une fois de comprendre à quel point on ne pipe pas grand-chose à tout ce qui nous entoure et au fonctionnement de toute cette nature. Ok, autre chose. Tant que je suis sur le Big Bang, y a encore un autre problème. Alors déjà, je passe le fait que je vous ai dit l'univers grandit, d'accord? Alors il grandit un peu comme un gâteau, vous voyez? Un gâteau où il y aurait des pépites de chocolat, et donc on vivrait dans une pépite de chocolat.
Et ce gâteau-là, il s'étend de plus en plus, et donc les pépites de chocolat s'éloignent les unes des autres. Très bien. L'univers grandit, mais il grandit dans quoi? Bah oui. Bah oui, bah oui, l'extérieur de l'univers, c'est quoi? C'est plus l'univers? Donc c'est quoi? Parce que l'univers, par définition, c'est tout. Donc il grandit dans quoi? Bah ouais, bah là, personne ne sait. Voilà. Ah, désolé, j'ai pas la réponse, hein. Il n'y a pas de chute à cette blague, c'est pas une blague, c'est vrai, quoi. C'est l'univers grandit dans quoi? Et allez-y, là. Alors, tu vois, Bernard, tu disais un sujet de philo, moi j'en ai un autre de sujet de philo, là. L'univers grandit dans quoi? Et voilà, là, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Mais le problème de ça, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure que l'univers grandissait, et qu'il grandissait en plus de plus en plus vite, donc le fait qu'il grandisse de plus en plus vite, ça exclut l'hypothèse que, en gros, au Big Bang, il y a eu une grande force initiale, et donc c'est l'élan qui fait que l'univers continue de grandir. Non, parce qu'il grandit de plus en plus vite. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut un moteur qui entretient ce truc. Bah, ce moteur, les scientifiques, aujourd'hui, l'appellent l'énergie sombre. Ok? Bon, il se trouve que quand on regarde un petit peu les modèles, l'énergie sombre et la matière noire, qui s'en rapprochent un petit peu, en gros, seraient 95% de la masse totale de l'univers. Ok? Donc, nouvelle question, elle est où l'énergie sombre, quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé de ça pour l'antimatière, mais pareil, l'énergie sombre, on l'a perdue complètement, on ne sait même pas ce que c'est. Donc voilà, encore une question qui pour l'instant est sans réponse. Et là, pour le coup, tout ça, c'est des questions, il faut bien imaginer que c'est des questions qui sont en cours, c'est-à-dire la recherche en physique, parce que au cours d'un symposium, j'ai beaucoup parlé des découvertes passées, etc. Là, c'est la physique, c'est ce qui se joue à l'instant présent dans la physique, c'est ces questions-là. Et s'il faut, après-demain, il y a un scientifique qui arrive et qui trouve une autre explication où il n'y a plus du tout besoin de l'énergie sombre. Et en fait, ce truc-là, on s'était fait des délires tout seul et ça n'existe pas, d'accord? Donc, voilà, on est vraiment sur des questions de recherche fondamentale qui changent et qui montrent encore plus la vitesse à laquelle ça change, nous montre encore une fois que notre prise sur la réalité est faible. Et puis, dernière chose sur le Big Bang, c'est que évidemment, quand on remonte dans le temps et donc on arrive à des très petites échelles, il y a un moment donné où on ne sait plus ce qui s'est passé. Parce que vous arrivez à un besoin d'étudier quelque chose où il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand qui se recoupent, parce qu'en fait, l'infiniment grand se condense à une échelle de l'infiniment petit. Et là, il y a deux modèles en physique qui sont la relativité générale et la physique quantique qui ne cohabitent pas. Et donc là, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé avant l'horizon des événements, ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est-à-dire qu'au-delà, en gros, le Big Bang, c'est on ne sait pas. Et c'est là qu'il y a encore dans la science une place pour ce que Voltaire appelait le grand horloger. Alors là, je ne rentre pas, donc c'est toutes les questions de spiritualité qui se placent à ce moment-là. Au moins quand on cherche à faire coïncider spiritualité et science, en gros, c'est un peu ça le nœud du problème. Bon, mais sans parler en fait, même en revenant un petit peu à des échelles qui nous concernent, le simple fait que nous, on puisse se poser toutes ces questions-là, et le simple fait que nous, on ait une conscience, bah ça c'est pareil, c'est un grand mystère en fait. Si vous prenez tous les éléments et les composantes des êtres humains, avec toute la connaissance qu'on en a, que vous les assemblez, que vous regardez les liens entre certains éléments et les autres, enfin, que vous faites un topo complet du corps humain, sur lequel, pour le coup, on a quand même pas mal de connaissances, bah, y a rien qui dit que, à la fin, l'être humain est conscient. Pareil. Encore quelque chose qui échappe complètement à la perception qu'on a de la réalité, alors que c'est fondamental quand même. C'est pour ça qu'on est là en train de se poser la question de c'est quoi la réalité? Bon, très bien. Sans avancer beaucoup, hein, je dois le dire. Bon. On est parti de cette idée-là, qui était un petit peu ce que laissait sous-entendre l'allégorie de la caverne de Platon, et finalement, on se rend compte petit à petit que ça ressemblerait peut-être plus à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a une réalité empirique qui est déterminée par nos sens, on a au-delà de ça une réalité intelligible, hein, qui est donc un petit peu plus large, puisqu'on a quand même réussi à comprendre certains trucs, notamment toutes les explications sur les sens, en fait, l'œil, comment il fonctionne, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est apporté par la réalité intelligible. Mais en gros, la réalité semble être beaucoup plus vaste et semble en très grande partie nous échapper. Mais ma jauge de confiance, elle n'est pas encore tout en bas. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore un qui a de l'espoir en l'être humain, c'est Micromégas, qui est arrivé sur cette planète et qui s'est dit que finalement, on devait avoir des atomes prodigieusement intelligents, puisque autant d'esprit dans aussi peu de matière, c'était formidable. Et nous allons terminer notre histoire. Alors, ce qui va se passer, c'est que Micromégas va trouver un moyen de rentrer en contact et à parler avec les êtres humains
Et donc il va leur demander un petit peu comment ça se fait que en si peu de matière, vous arriviez à avoir autant d'intelligence et d'être capable de mesurer, de comprendre la nature qui vous entoure, etc. Et là, de suite, les scientifiques vont lui dire non, attends, je t'assure, Micromégas, on a beaucoup d'intelligence, mais enfin, la majorité de l'espèce humaine, c'est des gens qui s'entretuent, et donc ils lui racontent tout ce qui se passe sur l'échelle de la planète Terre au niveau de l'espèce humaine. Donc là, Micromégas est un peu surpris, commence à avoir un petit peu de dégoût pour l'espèce humaine, et lui dit « Puisque vous êtes du petit nombre des sages, dit-il à ces messieurs, qu'apparemment vous ne tuez personne pour de l'argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous vous occupez ?» Nous disséquons des mouches, dit le philosophe. Nous mesurons des lignes, nous assemblons des nombres. Nous sommes d'accord sur 2 ou 3 points que nous entendons, et nous nous disputons sur 2 ou 3 000 que nous n'entendons pas. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de dire avant. Et Micromégas leur dit « Puisque vous savez si bien ce qui est hors de vous, compréhension de la nature, sans doute vous savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c'est que votre âme et comment vous formez vos idées. » Et alors là, chaque savant qui est un disciple d'un courant de pensée différent, donc certains se réclament de Descartes, d'autres d'Aristote, d'autres de Locke, etc., vont aller un petit peu donner chacun leur version de ce que c'est que l'âme et qu'est-ce qu'ils font de la véritable nature des choses. Alors il y a un exemple qui est que le partisan de Descartes dit que l'âme est un esprit pur et qu'en gros on a par définition à la naissance toutes les idées dont on a besoin et que la seule différence c'est que quand on grandit on s'en ressouvient. Hein, c'est un peu proche aussi de ce que disaient les stoïciens à l'époque. Et donc Micromégas lui dit « Mais qu'entends-tu par esprit ? Que me demandez-vous là ?» dit le raisonneur. « Je n'en ai point d'idée. On dit que ce n'est pas la matière. » Il y a la matière et il y a l'esprit. C'était Descartes qui a dit ça, c'est corps et âme, deux choses différentes. Très bien, répondit l'homme. Par exemple, cette pierre est grise. Et d'une telle forme, elle a ces 3 dimensions, elle est pesante et divisible. Eh bien, dit le Syrien, cette chose qui te paraît divisible, pesante et grise, me dirais-tu bien ce que c'est ? Tu vois quelques attributs, mais le fond de la chose, le connais-tu ? Non, dit l'autre. Tu ne sais donc point ce que c'est que la matière. Voilà. Donc Micromégas lui dit, en fait, tu arrives à me baratiner des trucs parce que tu comprends des propriétés des matériaux et donc tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire on sait que la matière est formée d'atomes, etc. Mais en fait, sais-tu ce que c'est vraiment ? Et là, le savant sèche. Et finalement, la fin de l'histoire, c'est que chacun donne un petit peu sa vision des choses, et puis il tombe à la fin sur un disciple de saint Thomas qui dit, et ça rejoint en fait un petit peu les convictions de Voltaire qui avait beaucoup de mal avec les esprits religieux dogmatiques. Hein. Voltaire croyait en un dieu, mais pas du tout en l'esprit de, on va dire, l'homme est sur Terre pour dominer les autres espèces, il a une place privilégiée dans l'univers, etc. Voltaire était contre ça. Et donc, finalement, quand un des savants arrive et dit en fait, nous sommes l'homme au centre de l'univers et nous sommes là pour réguler toutes les espèces autour. Ce qui va se passer, c'est que, à ce discours, nos 2 voyageurs se laissèrent aller l'un sur l'autre en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux. Leurs épaules et leur ventre allaient et venaient, et dans ces convulsions, le vaisseau, que le Syrien avait sur son ongle, donc le bateau, tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces 2 bonnes gens le cherchèrent longtemps. Enfin, ils retrouvèrent l'équipage et le rajustèrent fort proprement. Le Syrien reprit ses petites mythes. Il leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu'il fût un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie, écrit fort menu pour leur usage, et que dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ. On le porta à Paris, à l'Académie des sciences, mais quand le vieux secrétaire l'eut ouvert, il ne vit rien qu'un livre tout blanc. « Ah, dit-il, je m'en serais bien douté. » Et la nouvelle se termine, le conte philosophique se termine comme ça. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, Micromégas a dit « Je vous donnerai un livre qui contient le bout des choses, c'est-à-dire la véritable nature des choses, c'est-à-dire la réalité. » Et quand les êtres humains l'ouvrent, ils se rendent compte que c'est tout blanc. Sous-entendu, nous n'avons aucune compréhension de la réalité, même si on était Micromégas avec plus de 1000 sens et une connaissance bien supérieure à la nôtre par les multiples voyages qu'il a fait. Bon, en fait, c'est pas surprenant parce que Voltaire, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'était intéressé à la métaphysique, mais il s'est essentiellement intéressé à la métaphysique pour la critiquer. Voltaire, son esprit, c'était de dire que finalement tous
ces gens qui s'écharpaient sur les pourquoi, c'était inutile. Parce que c'était quelque chose sur lequel on avait tellement peu de prise que ça servait à rien de batailler pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière. Voltaire disait que la science, en fait, devait s'intéresser au comment, à la compréhension des phénomènes, mais la question de leur origine, il disait, je la laisse au grand horloger. Donc le grand horloger, c'est une expression qu'il a utilisée pour dire ce monde est tellement bien formé, coïncide tellement parfaitement avec les différentes formes qui l'entourent, il faut bien qu'il y ait eu un grand horloger pour régler tout ça. Voilà. Et donc Dieu, Voltaire, le cache sous le nom de grand horloger. Et donc Voltaire dit, voilà, en gros, que la métaphysique est vaine, et c'était un petit peu la morale de Micromégas, cette histoire que nous avons parcourue ensemble. Bon, alors cette conférence est sur le point de se terminer, et le moins qu'on puisse dire, c'est que on n'a pas beaucoup avancé. Hein. On a fait un bon tour, je vous avais prévenu à la fois, je vous avais dit au début. On a fait un bon tour, on a peut-être vu certaines choses, entamé certaines réflexions, mais globalement, on voit que la réalité continue de nous échapper durablement et inexorablement. Alors il y a une différence, j'aimerais pour terminer juste revenir sur la différence entre convaincre et persuader. Vous savez peut-être que convaincre, ça se fait par l'esprit, par la raison, par les arguments. Et persuader, ça se fait par les émotions, les sentiments. Donc si je veux vous persuader, je vais vous raconter une histoire tragique, etc. Si je veux vous convaincre, pour le coup, je vais plutôt faire appel à votre raison, à votre intellect. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas réussi à se convaincre qu'on avait une bonne compréhension de la réalité. Et en quelque sorte, en fait, on est un petit peu toujours comme notre ami l'Australopithèque qui regardait le ciel en se demandant ce que c'était que tout ça. Bon, j'exagère parce qu'évidemment, on a découvert depuis pas mal de choses, mais comme je disais juste avant, c'est des choses qui touchent essentiellement au comment et pas au pourquoi. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'à défaut de nous convaincre qu'on a une bonne compréhension de la réalité, ce qu'on peut essayer de faire, c'est se persuader, et c'est d'autant plus valable dans le lieu dans lequel on est, que ça vaut le coup de l'explorer.